Nous nous sommes persuadés que la terre sous nos pieds est une certitude immuable. Nous érigeons des gratte-ciels et des centrales nucléaires, confiants dans les fondations d'une planète que nous croyons éternelle. Pourtant, il suffit d'un regard vers l'Afrique de l'Est pour comprendre que cette confiance est une erreur fatale. Ici, le paysage semble être le fruit d'une faille dans la réalité même. La Terre n'est plus unie. Une fissure immense, s'étendant au-delà de l'horizon, déchire la plaine en deux. L'Afrique ne se fracture pas sur des millions d'années, mais sous nos yeux, en cet instant précis. Ce n'est pas une simple crevasse, c'est la naissance d'un nouvel océan, se frayant un chemin à travers le continent. Des rivières entières disparaissent dans le gouffre, les animaux fuient, paniqués, et la carte du monde se redessine en temps réel, sous le regard stupéfait des scientifiques. Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut remonter au 18 mars 2018, dans le modeste village de Mai Mahiu, au Kenya. Pour Eliud Njoroge, âgé de 72 ans, et son épouse, la soirée commençait comme tant d'autres. La famille dînait à la lueur d'une lampe blafarde, tandis qu'au dehors, une pluie diluvienne tombait pour le 3e jour consécutif. Les habitants de Mai Mahiu sont habitués aux caprices du climat. Mais cette fois, l'air était saturé d'une électricité statique, d'une tension palpable qui faisait se hérisser les cheveux. Soudain, un son qu'Eliud n'oublierait jamais. Un craquement sec, comme de la céramique qui se brise, s'amplifiant en un grondement sourd, venu non pas du toit, mais des profondeurs de la terre. Dans une interview, il confiera plus tard aux journalistes que cela ne ressemblait pas à un séisme. Durant un séisme, tout tremble, la vaisselle s'entrechoque. Mais là, la terre s'était simplement dérobée. En une fraction de seconde, le sol en béton de leur salon se fendit. Le mur de la maison bascula et s'effondra dans l'obscurité, avec un grincement effroyable. Eliud parvint à saisir la main de sa femme, une fraction de seconde avant que leur chambre ne disparaisse dans l'abîme. Au matin, le monde découvrit les conséquences de cette nuit. Les images filmées par des drones révélèrent une scène à peine croyable. Une faille gigantesque avait tranché les champs verdoyants, sectionné les routes asphaltées et traversé les maisons d'habitation. Son tracé était d'une rectitude parfaite, comme si une lame invisible avait été passée sur la carte. Longue de plusieurs kilomètres, large de 20 mètres et profonde par endroits de 15 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Mais le plus terrifiant n'était pas ses dimensions, mais la manière dont elle était apparue. Sans avertissement, sans les secousses sismiques préliminaires que les capteurs enregistrent habituellement. La terre s'était simplement ouverte. Les autorités tentèrent de rassurer la population avec une version officielle. Les pluies torrentielles auraient érodé un sol meuble de cendres volcaniques. Une explication qui semble logique. L'eau sature le sol, qui s'affaisse. Pourtant, les géologues arrivés sur les lieux allaient découvrir une réalité bien différente. Une vérité inscrite dans la roche elle-même, défiant nos certitudes les plus ancrées sur le monde que nous habitons. La faille ne serpentait pas, elle tranchait, suivant une ancienne ligne de fracture tectonique avec une précision chirurgicale. Elle n'épargnait rien, ne contournait pas les collines à la manière d'un fleuve paresseux, mais les scindait en deux, exposant leurs entrailles à ciel ouvert. Ce n'était pas l'œuvre patiente de l'érosion, mais la signature brutale d'un schisme planétaire. En observant une carte de l'Afrique, le drame se révèle dans toute son ampleur. Le continent se déchire, un processus implacable que les géologues nomment le rifting. La grande plaque lithosphérique africaine, autrefois un monolithe, se fissure en deux fragments distincts. À l'ouest,
la plaque nubienne. À l'est, la plaque somalienne. Elles s'écartent l'une de l'autre à une vitesse comprise entre 6 et 7 mm. Une cadence qui paraît dérisoire, inférieure à la croissance d'un ongle en un mois. Mais dans le théâtre de la géologie, où les masses et les pressions défient l'imagination, le moindre millimètre de déplacement libère une énergie colossale, l'équivalent de l'explosion de dizaines de bombes atomiques. Une énergie qui s'accumule durant des siècles, silencieusement, pour se déchaîner en une seule nuit, comme elle le fit dans la maison d'Eliud Njoroge, au Kenya, dont le sol s'ouvrit sans crier gare. Si au Kenya la fracture ne fait que frapper à la porte, des milliers de kilomètres plus au nord, elle l'a déjà défoncée. Nous quittons la savane verdoyante pour un lieu qui évoque la surface de Mars. Un paysage minéral, jonché de pierres de basalte noires comme le charbon, souillé de taches de soufre d'un jaune vénéneux. L'horizon y tremble, déformé par une chaleur insoutenable. C'est la dépression de l'Afar, en Éthiopie, le lieu habité le plus chaud de la planète. Un enfer que les tribus locales, dans leur sagesse ancestrale, nomment l'endroit où le diable laboure la terre. En l'an 2005, le diable s'est effectivement mis au travail. En septembre de cette année-là, les bergers nomades furent les premiers témoins de l'étrange. Leurs chameaux refusaient de s'allonger sur le sable, comme si une braise invisible leur brûlait le ventre. Les chèvres, prises de panique, s'égaillaient, fuyant une menace qu'aucun homme ne pouvait percevoir. Bientôt, la terre se mit à gronder. Une tempête sismique s'abattit sur la région. En l'espace de 10 jours, 163 séismes d'une magnitude supérieure à 3 furent enregistrés. Le sol vibrait sans discontinuer, émettant un bourdonnement sourd, pareil à celui d'un gigantesque transformateur électrique. Le 14 septembre, le désert s'est ouvert. Les chiffres sont à peine croyables. Une fissure longue de 60 km et large de 8 mètres par endroit est apparue quasi instantanément, vomissant des entrailles de la terre une vapeur si brûlante qu'elle calcinatait les poumons. La formation d'une telle fracture prend normalement des centaines, voire des milliers d'années, d'étirements lents et imperceptibles. Ici, tout s'est joué en 10 jours. Les scientifiques de l'université d'Oxford, arrivés en urgence, étaient en état de choc. Le professeur de géologie Cindy Ebinger écrivit dans ses rapports « Nous avons vu de la fumée noire s'élever des crevasses. C'était du magma frais qui se refroidissait au contact de l'air. La croûte terrestre est devenue si mince ici que nous marchions littéralement sur une membrane suspendue au-dessus d'un océan de lave. Ce qui s'est produit dans l'Afar constitue un précédent unique dans l'histoire de l'observation scientifique. Pour la première fois, l'humanité a assisté, en direct et sur la terre ferme, à la naissance d'une dorsale médio-océanique. Ces processus, qui façonnent le plancher des mers, sont habituellement dissimulés à nos yeux par des kilomètres d'eau. Mais ici, dans l'Afar, l'océan n'est pas encore arrivé. Pas encore. Les données satellitaires sont implacables. Le fond de la dépression s'affaisse chaque année un peu plus. En certains points, il se trouve déjà à 100 mètres au-dessous du niveau de la mer. Une nouvelle mer est en gestation. Un futur océan qui noiera un jour ce paysage infernal. La Terre respire, se transforme, et nous rappelle que les continents ne sont pas éternels. L'humanité n'est qu'un témoin éphémère de la naissance d'un océan. Une page qui se tourne dans le grand livre de la planète. Au bord de la mer Rouge, une catastrophe géologique sommeille. Une immense dépression, un gouffre béant dans la croûte terrestre, n'est séparé des eaux que par une mince bande de terre, les hauts plateaux érythréens.
Ce barrage naturel, déjà parcouru de milliers de micro-fissures, porte les cicatrices d'une tension insoutenable. La question n'est plus de savoir si cette digue cédera, mais quand. Il suffirait d'une seule secousse sismique majeure, d'un unique glissement des plaques tectoniques, pour que le fragile verrou se brise. En l'espace de quelques heures à peine, les flots de la mer Rouge déferleraient avec une fureur apocalyptique, engloutissant tout sur leur passage et donnant naissance à un nouveau golfe, redessinant à jamais la carte du monde. Mais pourquoi maintenant ? Quelle force invisible accélère ce destin inéluctable ? La réponse se trouve dans un mécanisme que la science n'a que très récemment mis au jour. Pendant des décennies, la vision dominante était celle d'une Afrique se déchirant en ligne droite, comme une simple feuille de papier. Or, une étude publiée dans la revue Nature Communications en l'an 2020 a pulvérisé cette image simpliste, révélant une complexité tectonique insoupçonnée. Au cœur de la fracture, les géologues ont identifié une pièce maîtresse, un acteur indépendant, la microplaque Victoria. En observant une carte tridimensionnelle de la région, entre la plaque nubienne et la plaque somalienne, une forme ovale se distingue. Sur cette anomalie repose le lac Victoria, l'Ouganda tout entier et une partie du Kenya. Imaginez un engrenage de pierre titanesque, de la taille de l'Allemagne, tournant lentement, inexorablement, dans le sens anti-horaire, tandis que les plaques majeures s'écartent. C'est précisément cette rotation qui engendre un système de contraintes d'une complexité folle, créant des tensions imprévisibles qui déchirent l'écorce terrestre en des lieux inattendus. Ce n'est pas un processus de destruction chaotique, mais le travail d'une mécanique céleste implacable. Quelle puissance peut bien forcer un pays entier à pivoter sur lui-même ? Quelle énergie peut mettre en mouvement des millions de tonnes de roches ? La science officielle évoque les flux du manteau terrestre, cette couche visqueuse sur laquelle la lithosphère glisserait, comme la glace sur l'eau. Mais une autre hypothèse, plus vaste et plus troublante, émerge des profondeurs. Une théorie selon laquelle la source du mouvement ne serait pas latérale, mais proviendrait d'en bas, des entrailles même de la planète. Quelque chose de colossal, une force primordiale montant vers la surface, pousserait et écarterait les continents, brisant la croûte terrestre comme une fragile coquille d'œuf. Les géophysiciens ont donné un nom à ce phénomène, le superpanache africain. Pour comprendre sa nature, il faut descendre là où la vie telle que nous la connaissons s'arrête, dans des lieux où l'eau se change en acide et où l'air brûle les poumons. Notre voyage nous mène au cœur même de la faille. Nous laissons derrière nous les plaines fracturées du Kenya pour nous diriger vers le nord, vers le cœur incandescent de la dépression de l'Afar. Ici, à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, se trouve un lieu que les scientifiques de la NASA ont officiellement désigné comme le paysage le plus extraterrestre de notre planète. Bienvenue sur le volcan Dallol. Face aux images de ce site, le cerveau humain refuse de croire qu'il s'agit bien de la Terre. Le paysage se pare de couleurs qui semblent défier les lois de la nature. Un jaune sulfurique et vénéneux, un vert acide et corrosif, un rouille sanglant et profond. Ce n'est ni une illusion d'optique, ni une manipulation numérique. C'est la chimie brute à l'œuvre. Dallol est le volcan terrestre le plus bas du monde, une plaie ouverte sur les profondeurs. Ici, la Terre nous montre son vrai visage. Non pas une scène passive pour la vie, mais un organisme vivant, puissant et tourmenté. Un monde en perpétuelle création, dont les convulsions les plus profondes ne font que commencer à se manifester à la surface.
À 48 mètres sous le niveau de la mer, dans la dépression de Danakil en Éthiopie, la terre s'ouvre pour révéler un paysage d'un autre monde, le volcan Dalol. Ici, les eaux souterraines, surchauffées par le magma sous-jacent, se frayent un chemin vers la surface. Elles transportent avec elles un cocktail démentiel de soufre, de fer et de sel de potassium, peignant le sol de teintes irréelles, du jaune acide au vert toxique, en passant par un orange rouillé. Être ici est une épreuve physique. L'air ambiant descend rarement en dessous de 45 degrés Celsius. Les vapeurs qui s'élèvent des vasques d'acide attaquent les muqueuses des yeux et des poumons en l'espace de quelques minutes. S'arrêter un instant de trop, et la semelle des chaussures commence à fondre, à fumer. Rappel brutal que cette beauté est hostile. Mais le plus déroutant, le plus angoissant à Dalol, c'est le silence. Un silence de mort, absolu. Il n'y a pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas même les microbes pourtant si tenaces qui colonisent les environnements les plus extrêmes de notre planète. En 2019, une équipe de microbiologistes a mené une étude approfondie des sources hydrothermales de Dalol, dans l'espoir d'y trouver les limites de la vie. Leur conclusion fut un séisme pour la biologie. Ici, la vie est absente. L'improbable combinaison d'une acidité extrême, d'une chaleur intense et d'une salinité suffocante crée une barrière infranchissable, même pour l'archéobactérie la plus résistante. C'est le seul endroit connu à la surface de la Terre où de l'eau liquide est présente, et pourtant, il est totalement stérile. Une zone morte, un anti-Éden, et peut-être un aperçu du fond du futur océan qui naîtra lorsque la grande faille est-africaine aura achevé de déchirer le continent. Pourtant, si Dalol se contente d'éradiquer la vie, un autre lieu, plus au sud dans le système du Rift, réserve à ses victimes un sort plus sinistre encore. En Tanzanie s'étend le lac Natron. Ses eaux sont si alcalines que leur composition chimique se rapproche de celle de l'ammoniac, avec une température pouvant atteindre 60 degrés. Les animaux qui, par erreur, pénètrent dans ce piège liquide ne se décomposent pas. La chimie de l'eau les tue instantanément et les momifie, les transformant en statues de sel. Des photographes y ont immortalisé des oiseaux, des chauves-souris et des poissons pétrifiés, figés à jamais dans leur dernière posture, leur dernier mouvement. La faille ne se contente pas d'anéantir la vie, elle conserve la mort, créant un macabre musée d'histoire naturelle à ciel ouvert. Ces lacs acides, cependant, sont une menace visible. Leur couleur criarde et l'odeur de soufre qui s'en dégage sont des avertissements instinctifs. Mais la faille est-africaine possède dans son arsenal une arme bien plus effroyable. Invisible, silencieuse et absolument létale. Pour en saisir la nature, il nous faut remonter le temps. Nous sommes le 21 août 1986, au Cameroun, sur une ligne de faille volcanique géologiquement liée à notre histoire. Ce matin-là, les habitants du village de Nios se réveillèrent dans un calme étrange. Le vacarme habituel de la jungle, les cris des singes, le chant des oiseaux, les aboiements des chiens, s'étaient tus. Le monde semblait avoir été mis en sourdine. Le premier voyageur à pénétrer dans le village découvrit une scène qui, aujourd'hui encore, hante ses cauchemars. Dans les rues, dans les huttes, jusque dans leurs lits, gisaient des corps. Des centaines de corps. Tous morts. Sur eux, aucune blessure, aucune trace de violence ou de panique. Ils semblaient simplement s'être endormis pour l'éternité. Et avec eux, tous les animaux avaient péri. Dalol, Natron, Nios. 3 noms,
trois visages d'une même force titanesque qui déchire un continent. Ils nous rappellent que sous la surface familière de notre monde, sommeillent des puissances primordiales, indifférentes à la vie qu'elles créent et qu'elles anéantissent. La Terre n'est pas seulement notre berceau, elle est aussi un laboratoire où les règles de l'existence sont constamment réécrites, parfois dans le silence le plus assourdissant. Dans les pâturages, les vaches s'effondrent. Dans les cours, les poules. Jusqu'aux mouches, figées sur les murs, tombent sans un bruit. En l'espace de quelques minutes, 1746 âmes humaines sont anéanties. Quelle force invisible a pu faucher tant de vies avec une telle soudaineté? La réponse se terre au fond du lac voisin, le Nyos, un œil d'eau saphir niché dans le cratère d'un ancien volcan camerounais. Durant des siècles, une faille au plancher du lac a laissé suinter du dioxyde de carbone. Lentement, insidieusement. Le gaz ne remontait pas en bulle à la surface. Il se dissolvait dans les couches d'eau profondes, s'accumulant sous une pression colossale, tel un champagne macabre attendant d'être débouché. Cette nuit-là, le 21 août 1986, un événement infime, peut-être un glissement de terrain sur ses rives, ou une légère secousse sismique, a suffi à rompre cet équilibre précaire. Le lac a littéralement basculé. Une bulle de gaz carbonique titanesque, d'un volume estimé à plus d'1 km3, a jailli des profondeurs avec une violence inouïe. Plus lourd que l'air, le nuage mortel ne s'est pas dissipé dans le ciel. Il a coulé. Un fleuve invisible et silencieux, dévalant les pentes du volcan pour s'engouffrer dans les vallées en contrebas, chassant l'oxygène sur son passage. Les habitants, surpris dans leur sommeil ou leurs activités nocturnes, n'ont rien senti venir. Une seule inspiration, et le silence se fit. La faille avait expiré, et son souffle avait rayé de la carte toute une population. Cette tragédie est un sombre avertissement. Les fractures de la croûte terrestre ne sont pas de simples fissures mécaniques. Elles sont les conduits de ventilation de la planète, les soupapes par lesquelles elle respire, et parfois suffoque. Nul ne peut prédire où ni quand la Terre décidera de reprendre son souffle. En Afrique de l'Est, où l'activité du Grand Rift s'intensifie chaque jour, des dizaines de lacs présentent une structure géologique similaire. Le Kivu, le Tanganyika, le Malawi. Ces gigantesques réservoirs pourraient dissimuler dans leurs abysses les mêmes bombes à retardement gazeux. Nous avons parlé de mort, d'acide, de gaz, de momification. La faille apparaît comme un territoire hostile à toute forme d'existence. Pourtant, la science nous révèle une autre facette, une réalité presque fantastique. Et si nous cherchions la vie au mauvais endroit? Les biologistes connaissent depuis longtemps les extrémophiles, ces organismes capables de prospérer dans l'eau bouillante, sous des radiations mortelles ou au cœur de l'acide le plus corrosif. Mais des découvertes récentes nous obligent à repenser la notion même de zone habitable. Si le volcan mort de Dalol, en Éthiopie, semble stérile en surface, la vie s'est peut-être simplement retirée plus profondément. C'est l'hypothèse d'une biosphère profonde. Des scientifiques postulent qu'une part colossale de la biomasse de notre planète ne se trouverait ni dans nos forêts luxuriantes, ni dans nos océans, mais à l'intérieur même de la croûte terrestre, à des kilomètres sous nos pieds. Dans des fissures microscopiques, plongées dans une obscurité totale et soumises à des pressions écrasantes, vivraient des bactéries qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des milliards d'années. Elles ne se nourrissent pas de matière organique, mais de l'énergie chimique pure des failles, l'hydrogène, le soufre, le méthane.
En éventrant les entrailles de la planète, la faille est-africaine pourrait libérer ses formes de vie primordiales. Une perspective qui effraie les épidémiologistes tout autant que les volcanologues. Nous ignorons tout de ces organismes. Nous ne savons rien de leur interaction avec notre propre biologie. La faille est une porte ouverte sur un monde qui fut isolé du nôtre pendant des éons. En ce moment même, sous les terres de l'Afar et du Kenya, une vie foisonne. Mais c'est une vie étrangère, bâtie sur des principes différents. Alors que la crevasse s'élargit, millimètre par millimètre, nous nous rapprochons inéluctablement du premier contact avec ces habitants des profondeurs. Un contact avec un monde qui n'aurait jamais dû refaire surface. La seule véritable question est de savoir qui survivra à l'autre. La croûte terrestre ou nous. Pour saisir la cause profonde de ce chaos biologique et géologique qui déchire un continent, il ne suffit pas de regarder la surface. Il faut plonger. Plonger au-delà des apparences, au-delà de l'écorce terrestre, pour sonder les entrailles de la planète. Là, sous le cœur battant de l'Afrique, pulse une anomalie si gigantesque que les géophysiciens lui ont donné un nom d'une simplicité terrifiante. La goutte. Pour comprendre la force qui fracture l'Afrique, il nous faut descendre à près de 3000 km de profondeur, jusqu'à la frontière instable où le manteau terrestre rencontre le noyau liquide. C'est ici, dans cette fournaise primordiale, que les scientifiques ont détecté une structure dont la seule existence provoque un frisson. Le jargon scientifique la nomme LLSVP, pour Large Low Shear Velocity Province, une vaste province à faible vitesse de cisaillement. Mais en coulisses, son surnom est bien plus évocateur. La goutte. Il s'agit d'une masse anormale, aux dimensions d'un continent, ancrée juste sous le sud et l'est de l'Afrique. Lorsque les ondes sismiques la traversent, elles ralentissent de manière spectaculaire, trahissant une vérité fondamentale. Cette structure est immensément chaude et plus dense que tout ce qui l'entoure. Imaginez une bulle colossale de matière surchauffée, un globe de roches en fusion qui, sur des millions d'années, remonte inexorablement des profondeurs vers la surface. Telle une goutte de cire monumentale dans une lampe à lave cosmique, ce super panache africain est le moteur secret de la dislocation. Il agit comme un gigantesque brûleur thermodynamique, concentrant une chaleur infernale sur la lithosphère, la plaque rigide sur laquelle nous vivons. Il la fragilise, la consume par en dessous, la préparant à se rompre. C'est lui qui orchestre la valse macabre de la microplaque Victoria, la forçant à tourner sur elle-même dans un mouvement de rotation unique sur la planète. C'est lui qui alimente les fournaises volcaniques du Dalol en Éthiopie et qui charge en gaz mortel les profondeurs du lac Nyos au Cameroun. Nous vivons sur le couvercle d'une marmite en ébullition, et à en juger par la vitesse à laquelle la faille s'élargit, la pression a atteint un seuil critique. Le plus troublant est que la Terre a peut-être déjà tenté de purger cette fièvre interne, dans un passé lointain. Les cicatrices de cette lutte se trouvent dans des lieux que la science a longtemps considérés comme des énigmes impossibles. Transportons-nous sur la côte ouest, au Gabon. Là, dans une localité nommée Oklo, des physiciens français firent en 1972 une découverte qui relève de la science-fiction, mais qui est une réalité géologique absolue. Dans les mines d'uranium, au sein de gisements vieux de près de 2 milliards d'années, ils constatèrent un déficit inexplicable. Il manquait une part significative de l'isotope le plus rare et le plus fissile, l'uranium-235. L'analyse fut formelle. Il n'avait pas disparu, il avait été consumé.
La conclusion du commissariat à l'énergie atomique, aussi vertigineuse soit-elle, fut sans appel. Ici, en Afrique, 2 milliards d'années avant l'apparition de l'humanité, un réacteur nucléaire avait fonctionné. La science officielle parle aujourd'hui d'un réacteur nucléaire naturel fossile. On suppose que des infiltrations d'eau souterraine dans une veine rocheuse exceptionnellement riche en uranium ont agi comme un modérateur de neutrons, déclenchant une réaction en chaîne auto-entretenue qui a perduré pendant des centaines de milliers d'années. Une coïncidence extraordinaire. Mais dans le contexte du superpanache et de la faille, cette coïncidence prend un sens nouveau, presque prophétique. Les archives géologiques suggèrent que l'activité du manteau est cyclique. Le superpanache est peut-être déjà monté par le passé, et la planète, pour éviter une rupture catastrophique, aurait activé ses propres mécanismes de défense. Des soupapes de sécurité naturelles, brûlant l'excès d'énergie thermique à travers ces incroyables réacteurs nucléaires spontanés. La faille qui s'ouvre aujourd'hui n'est peut-être pas une fin, mais la répétition d'un acte ancien. Et nous ne sommes que les témoins passagers d'un cycle immémorial de destruction et de création, dont la planète seule connaît le secret. Oclo n'était qu'une cicatrice, le vestige d'une ancienne opération chirurgicale sur le corps de la Terre. Une soupape de sécurité naturelle qui permettait jadis à la planète de libérer sa pression interne. Mais aujourd'hui, de telles soupapes n'existent plus. L'énergie colossale qui s'accumule dans les profondeurs n'a d'autre exutoire que de fracturer l'écorce terrestre. Et les peuples anciens qui peuplaient ces terres semblaient connaître cette menace bien mieux que nous. Retournons en Éthiopie, dans la cité sainte de la Libella. Ici, se dressent 11 églises monolithiques, datées du XIIe siècle. Mais le verbe « se dresser » est ici trompeur. Ces édifices n'ont pas été construits vers le ciel, pierre par pierre. Ils ont été sculptés vers le bas, extraits de la masse même de la roche. Les anciens ingénieurs ont dû excaver des milliers de tonnes de tufs volcaniques pour libérer ces structures monolithiques, les faisant émerger non pas vers le ciel, mais depuis les entrailles mêmes de la planète, s'enfonçant à des dizaines de mètres de profondeur. Officiellement, ce sont des lieux de culte. Mais si on les observe avec l'œil d'un ingénieur familier de la tectonique des plaques, une étrange intuition émerge. Pourquoi s'enfouir dans le sol, au cœur d'une région sismiquement si active, une terre qui tremble sans cesse? À moins que l'objectif ne soit précisément de se protéger de la surface, ou plus audacieux encore, de la consolider. La structure de ces églises présente une ressemblance troublante avec de gigantesques agrafes, des ancres titanesques enfoncées dans le monolithe du plateau, comme pour le suturer. Les légendes locales racontent que le roi Lalibela fut aidé par des anges, qui œuvraient la nuit à une vitesse surnaturelle. Mais les mythes des Dogons et d'autres tribus du Rift racontent une toute autre histoire, celle du peuple des Nomos, des êtres descendus sous terre pour survivre à un cataclysme où le ciel lui-même était en feu. Peut-être ces civilisations ancestrales percevaient-elles la vibration du superpanache mantélique bien avant nos sismographes. Peut-être tentaient-elles désespérément de verrouiller le sol sous leurs pieds, ou de créer l'ultime refuge dans le seul matériau capable d'encaisser le choc, la roche-mère. Aujourd'hui, ces encres de pierre ne seraient d'aucun secours. Le processus est allé trop loin. Le mythe cède la place au bulletin d'information. Si le Rift est un couteau qui déchire l'Afrique, sa pointe acérée se trouve dans le golfe d'Aden. Une étroite bande d'eau entre le Yémen et la Somalie, un corridor stratégique pour les pétroliers du monde entier. Pourtant,
La concentration de navires de guerre y défie toute logique de lutte contre la piraterie. Les flottes des États-Unis, de la Chine, de la Russie et de l'Union européenne patrouillent ce périmètre avec une obstination quasi obsessionnelle. Depuis des années, les théoriciens du complot évoquent des portails interdimensionnels et des anomalies au fond du Golfe. Laissons la fiction de côté. Les faits géophysiques, eux, sont impossibles à ignorer. C'est précisément ici que 3 plaques tectoniques convergent. La plaque arabique, la plaque africaine et la plaque somalienne. Un point de jonction triple, le véritable triangle des Bermudes de la géologie. Dans cette zone, les instruments des navires enregistrent régulièrement des anomalies magnétiques d'une intensité déconcertante. Les aiguilles des boussoles s'affolent, tournant follement sur elles-mêmes. Les sonars des sous-marins captent d'étranges bruits de basse fréquence émanant des abysses. C'est le gémissement sourd de la Terre. Ici, l'écorce terrestre est si fine, si étirée, que le manteau en fusion influence directement le champ magnétique planétaire. Les militaires ne protègent pas un portail extraterrestre. Ils sécurisent une zone où toute navigation devient imprévisible et où l'arme tectonique de la nature est sur le point de sectionner la principale artère pétrolière du monde à tout instant. Mais les anomalies ne se manifestent pas seulement en mer. Elles remontent sur la terre ferme, le long de la chaîne des lacs de la vallée du Rift. Là, le silence des mythes anciens est couvert par le grondement de la planète. Nous scrutons les étoiles, cherchant des réponses dans le cosmos, alors que le véritable mystère, la force la plus implacable, vibre juste sous nos pieds. Une force qui n'a pas besoin de notre croyance pour exister, et qui nous rappelle que nous ne sommes que des passagers éphémères sur une planète vivante, et, parfois, terriblement impatients. Au cœur du Kenya, des joyaux d'eau douce scintillent sous le soleil équatorial. Le lac Baringo, le lac Naivasha. Des sanctuaires de vie, des perles posées sur le velours de la vallée du Grand Rift. Mais depuis quelques années, un phénomène déroutant vient troubler la quiétude de leurs rives. Une énigme qui défie toute logique hydrologique. Lorsque la sécheresse s'installe et que le ciel se refuse à la terre, les lacs devraient se retirer, exposant leurs lits craquelés. Pourtant, ici, ils enflent. Leurs eaux montent inexorablement, engloutissant les écoles, les hôtels, les terres fertiles qui nourrissaient les communautés locales. Puis, quand la saison des pluies arrive, déversant ses torrents, le niveau des lacs devrait atteindre des sommets. Mais parfois, sans crier gare, les eaux se dérobent, disparaissant dans les profondeurs, comme si une main invisible avait retiré le bouchon d'un gigantesque bassin. Les géologues avancent une hypothèse aussi fascinante qu'inquiétante. Sous la vallée du Rift, un réseau colossal de réservoirs souterrains et de fissures parcourt les entrailles de la Terre. Les plaques tectoniques, dans leur lente et irrésistible danse, agissent comme les pistons d'une pompe cosmique. Parfois, leur mouvement aspire l'eau de surface vers les abîmes, parfois, ils la propulsent violemment vers le haut. Cette théorie confirme une intuition terrifiante. Le rift n'est pas une simple cicatrice à la surface du globe. C'est une éponge. Une structure poreuse, gorgée d'eau, non seulement par les pluies, mais aussi par les profondeurs. Et c'est là que le scénario prend une tournure apocalyptique. Car au plus profond de l'écorce terrestre, un super panache mantélique, une colonne de roches en fusion d'une chaleur inimaginable, remonte lentement vers la surface. Le jour où cette eau captive, emprisonnée dans l'éponge du rift, entrera en contact avec le super panache, le résultat sera cataclysmique.
une explosion phréatomagmatique à l'échelle d'une région entière. L'eau, qui a toujours été la source de la vie, deviendra le détonateur d'une destruction sans précédent. Le destin final de ce continent est déjà scellé, inscrit dans les lois de la physique. La question n'est pas de savoir si l'Afrique se brisera, mais quand. Dans un futur géologique lointain, dans 5, peut-être 10 millions d'années, la carte du monde que nous connaissons sera méconnaissable. Les eaux de la mer Rouge et du golfe d'Aden, retenues par de fragiles verrous terrestres en Érythrée, finiront par céder. Elles déferleront alors dans la dépression de l'Afar, l'un des points les plus bas du globe. En l'espace de quelques semaines à peine, un déluge aux proportions bibliques créera une nouvelle mer intérieure. La plaque somalienne, un fragment de continent englobant la Somalie, une partie de l'Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie, se détachera complètement de la plaque nubienne. Elle deviendra une île immense, un nouveau Madagascar de la taille du Groenland, dérivant lentement dans l'océan Indien. L'Afrique de l'Est ne sera plus. À sa place, les rivages d'un 6e océan. Ce bouleversement tectonique redéfinira la planète. Les courants marins, artères qui régulent le climat mondial, seront entièrement reconfigurés. Les vents, nés de ce nouvel océan, pourraient transformer les savanes arides en jungles luxuriantes, ou, à l'inverse, en déserts de sel stériles. Des millions de vies seront bouleversées, des nations entières rayées de la carte politique, leur territoire reposant désormais au fond des... Debout au bord de la faille de Maïmaïou, face au gouffre noir qui fut autrefois le sol de la maison d'Eliud Njoroge, il est difficile de ne pas se sentir insignifiant. Nous, humains, mesurons le temps en mandat présidentiel, en crise économique, à l'aune de nos propres existences. Mais la Terre opère sur une autre échelle. Pour elle, la séparation de l'Afrique de l'Est est un processus aussi naturel que la mue d'un serpent. La planète n'a que faire de nos cités, de nos routes et de nos ambitions. Nous ne sommes que les passagers éphémères d'un vaisseau de pierre qui se reconfigure en permanence. Le grand rift est moins une catastrophe qu'un rappel. Le rappel que sous l'asphalte de nos certitudes bat un cœur brûlant, puissant et à jamais imprévisible. En cet instant même, une nouvelle pulsation se fait sentir. Un choc sourd, presque imperceptible, qui déplace la masse continentale d'1 millimètre supplémentaire vers son inéluctable futur. Dans ces convulsions géologiques, un monde nouveau est en gestation, enfanté dans la douleur. Nous ne sommes que les témoins de ce drame, à la fois majestueux et terrifiant. Toute la question est de savoir si nous aurons le privilège d'observer la pièce depuis les gradins, ou si nous serons contraints de monter sur scène pour le dernier acte.